Voilà, donc ouais, Benjamin, il est arrivé, tiens, bien. Bonjour Benjamin. On est un peu en avance, donc si tu es dispo, il a coupé sa caméra et son son. Ah, non, le voilà. Voilà, Je sais ça. pas trop. Ouais, je vais essayer de te trouver dans la galerie. Bonjour. Bonjour. J'ai pas envie de vous écourter, hein, je peux patienter, moi. Non, non, c'est bon, on a fini. Ok. Alors attends, je vais te Bon, chercher dans la galerie pour te mettre en premier plan chez nous, là. Hop. Oui, tu vois le café, c'est toi, là, ouais. bah, café papote à nouveau, hein. Hmm. Je vois plus j'enlève mon épingle à moi, peut-être. Voilà. Je supprime mon épingle et je te mets en épingle. Épinglé, voilà. Voilà. Et je me mets là. Ah, bonjour Benjamin. Bonjour, Merci Raphaël, d'être bonjour à avec tous. nous. Merci d'être avec nous. Donc, je t'avais invité pour que tu nous parles un peu de la recherche au niveau du GFE, de ce qui se passe dans les vascularites, mais aussi pour parler de cette nouvelle réorganisation dans notre partenariat. Voilà. À la parole. Merci à toi d'être avec nous. Bon, ben, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc, en Excuse-moi, effet, je te coupe juste. Voilà, je ouais. précise qui tu es. Professeur Benjamin Terrier du centre de référence de l'hôpital Cochin, les maladies vascularites et auto-immunes rares. Qu'est-ce que j'ai dit? Maladie rare auto-immune systémique de l'adulte, voilà, je suis arrivé, je commence à fatiguer. Donc, qui est coordonné par le professeur Luc Mouton et Benjamin s'occupe spécifiquement des vascularites, entre autres. Tu es aussi président du groupe français d'études des vascularites. Tu t'occupes du fonds Immunov et tu es au laboratoire de recherche par Mons et par Réau. Je ne l'ai pas oublié, c'est bon. Non, non, c'est bon, c'est bon. Bon, ben merci, bonjour à tous. Donc, en effet, Raphaël m'a demandé qu'on aborde un peu la question de la recherche sur les vascularites. Et on pourra également discuter bah, du nouveau partenariat, on va dire. Alors, il y a un partenariat depuis longtemps, hein, mais en tout cas sur, on va dire, cet appel d'offres pour soutenir des projets de recherche. Donc, j'avais échangé avec Raphaël. Je n'ai pas prévu de diapositive parce que c'est aussi simple qu'on échange. Et donc, et surtout, vous me dites hein, si vous voulez qu'on aborde des points plus spécifiques que d'autres. En tout cas, si on parle de recherche sur les vascularites, c'est juste pour commencer en tout cas en vous expliquant un petit peu sur quoi, comment elle s'organise en tout cas en France. C'est un point important parce que eh bien, toutes les innovations thérapeutiques que l'on voit et qu'on pourrait être amené à voir dans un futur proche, hein, dans les vascularites, quelles qu'elles soient, eh bien, c'est le fruit d'une activité de recherche qui peut se faire à différents niveaux et de différentes manières, sachant que ce qui probablement vous intéresse le plus en tant que patient, je dirais, c'est ce qu'on appelle la recherche clinique. La recherche clinique, c'est vraiment la recherche appliquée à la pathologie et on va dire à la prise en charge des patients. J'allais dire, ça s'oppose, mais ça s'oppose pas, ça se complémentarise, je ne sais pas si le mot existe, mais avec ce qu'on appelle la recherche fondamentale ou la recherche translationnelle, qui est en fait la recherche au laboratoire sur les mécanismes des vascularites. Et pourquoi je dis que ça se complémentarise? C'est parce que eh bien, la recherche fondamentale ou translationnelle, en étudiant les cellules des patients, en étudiant parfois ce qu'on appelle des modèles animaux, essentiellement la souris, va permettre d'essayer de mieux comprendre les dysfonctionnements et en comprenant mieux les dysfonctionnements, se dire que bloquer, par exemple, tel mécanisme pourrait être intéressant dans les vascularites. Et donc, la finalité, quand même, j'ai envie de dire que l'objectif à la fin,
c'est de faire des travaux de recherche clinique où l'objectif va être de démontrer, par exemple, que telle ou telle stratégie, tel ou tel traitement, eh bien, va apporter un progrès dans la prise en charge des patients. Et dans la recherche clinique, qui on pourrait qualifier essentiellement représentée par les essais thérapeutiques, eh bien, elle peut être soit académique, c'est-à-dire qu'en gros, les académiques, c'est nous. Par exemple, c'est les médecins du service public. Et donc, la recherche académique, c'est la recherche qui est financée par le ministère, par eh bien, la collaboration France Vascularite GFEV. C'est tout ce qui est quand même à l'initiative des chercheurs et en tout cas des médecins non affiliés à un laboratoire. Et ça, c'est quelque chose que le GFEV a toujours beaucoup fait. Et il y a la recherche qu'on appelle industrielle, quand un laboratoire eh bien, a une molécule et que le laboratoire veut montrer que la molécule va être importante, intéressante. Et peut-être que sur un plan très, très pratique, si vous avez déjà abordé eh bien, certaines des études, ou peut-être pour parmi certains d'entre vous participer à certaines études, les études académiques, par exemple, ça va être les investigateurs du GFEV, donc du groupe français d'études des vascularites, qui vont ensemble réfléchir à eh bien, une question, à une problématique. Et un autre terme qui est souvent utilisé, que vous entendrez peut-être, c'est en anglais ce qu'on appelle l'unmet medical need et qui se traduit en français par un besoin non couvert. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la GEPA, granulomatose éosinophilique avec polyangéite, qu'on appelait avant Church-Strauss, eh bien, il y a quelques années en arrière, eh bien, on n'arrivait pas à baisser suffisamment efficacement la cortisone. Et donc, nos patients, vous, pour certains d'entre vous qui avez cette pathologie, eh bien, avez une dose de corticoïdes trop élevée. Et donc, il y avait un besoin non couvert, c'est-à-dire une problématique encore non résolue, qui était celle de comment faire pour baisser la dose de cortisone et que les patients n'aient pas des effets secondaires. Et donc ça, quand il y a ce qu'on appelle un besoin non couvert, c'est-à-dire une problématique, quelque chose qu'on qualifie un peu de prioritaire, eh bien, on essaye de réfléchir à quels sont les moyens d'y répondre. Et bien entendu, l'interaction avec vous, les patients, l'association, eh bien, c'est très important pour aussi qu'on ait la vision, selon les principaux concernés que sont les patients, de quels sont les besoins non couverts. Parce qu'il y avait peut-être, on essaye de moins en moins, mais parfois des questionnements et des réflexions qui étaient surtout du côté des médecins, alors même si on traduisait ce qui nous semblait être la problématique que nos patients nous remontaient, mais c'est vrai qu'on pourrait réfléchir dans un peu notre réorganisation à ce que eh bien, l'association donne systématiquement un peu son avis sur à quel point eh bien, tel ou tel besoin non couvert, questionnement est important ou prioritaire. Parce que on ne peut pas tout faire. On aimerait pouvoir tout faire, mais les financements sont limités. Et donc, il faut parfois quand même réfléchir à quelle problématique ou quelle question mettre en avant. Et ça, je pense que c'est des choses qu'on pourrait, en fonction de ce que vous en pensez, bien entendu, réfléchir à avoir un peu, on va dire, l'avis systématique qui soit donné par les principaux concernés que sont les patients. Donc, une fois qu'il y a, entre guillemets, un besoin non couvert, on va dire une problématique du quotidien qui a été identifiée,
eh bien, la recherche académique, ça va être au niveau du GFEV, du Groupe français d'études des vascularites, qu'on va réfléchir à, OK, aujourd'hui, le traitement qu'on fait, c'est celui-là. Il y a un besoin non couvert, c'est-à-dire que ce n'est pas optimal. Et donc, quelle pourrait être la stratégie qu'on pourrait proposer pour que ça soit mieux? Et donc ça aboutit à des propositions de protocole où il va y avoir d'un côté toujours ce qu'on appelle le bras de référence, c'est-à-dire le bras qui serait hors de tout protocole, celui que vous recevriez par votre médecin comme traitement. Et ensuite, le bras qu'on appelle souvent, qui peut être interne parfois, qui fait peur parce que les gens se disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc parce qu'il s'appelle bras expérimental. Et le bras expérimental, il pourrait donner l'impression qu'on fait des expériences sur les gens, mais non, hein, bien entendu, c'est juste que c'est le bras qui a besoin de faire ses preuves et de démontrer qu'il est mieux. Et donc, une fois qu'on a un peu posé la question, la problématique, eh bien, il y a des appels d'offres tous les ans au niveau du ministère de la Santé pour financer dans toutes les pathologies de la Terre, en tout cas, et qui sont en tout cas toutes les pathologies à part le cancer qui fait l'objet d'autres appels d'offres, eh bien, vont faire l'objet d'une soumission. Et en fait, donc notre objectif, c'est d'arriver avec un projet de recherche le mieux ficelé, répondant le mieux aux interrogations pour que notre projet soit considéré comme prioritaire et nécessitant d'être financé. Parce que si on arrive lors de cet appel d'offres où on doit, par exemple, pour vous donner un exemple concret, c'est jeudi prochain. Jeudi prochain, on doit déposer eh bien, des projets de recherche qui ont été déjà sélectionnés après une première phase et pour dire si dans 3 à 4 mois, eh bien, un projet sera financé. Et par exemple, on pourrait dire que, je vais prendre l'exemple de celui de Xavier Puéchal, où eh bien, dans les vascularites à ANCA, eh bien, le rituximab, vous savez que vous avez pour que votre maladie reste endormie, que vous avez tous les 6 mois en perfusion à l'hôpital, eh bien, c'est un médicament qui existe aussi en piqûre sous-cutanée. Et donc, Xavier Puéchal, et je crois qu'il avait sollicité l'association, et notamment Raphaël, pour avoir un peu l'avis des patients, parce que l'idée, c'est de comparer le fait de faire ça en piqûre sous-cutanée, en consultation, plutôt que de venir toute une journée à l'hôpital, pour que ce soit moins embêtant pour les patients et qu'il n'y ait pas eh bien, cette journée à l'hôpital. Et donc, Xavier va soumettre la semaine prochaine un projet qui explique pourquoi on pense que c'est bien d'essayer de montrer qu'une piqûre sous-cutanée qui, à terme un jour, pourra se faire à la maison, par vous-même, par une infirmière, et qu'en gros, la vascularite, ça ne soit plus une maladie qui ait besoin limite d'aller à l'hôpital, mais qui soit une maladie qu'on peut traiter toujours avec, bien entendu, le suivi du médecin, mais de manière ambulatoire. Et donc ça va être soumis la semaine prochaine, eh bien, un protocole où Xavier a évalué eh bien, le budget que ça représente, le coût, et on soumet au ministère de la Santé eh bien, un dossier qui fait environ 80 pages et où il va y avoir les détails et le financement et pour savoir combien ça coûte. Et pour vous donner une idée, une étude, souvent, qu'on soumettrait comme ça coûte de l'ordre d'1 million d'euros. Et donc, notre objectif, c'est d'arriver avec un projet qui est le mieux ficelé possible pour que on ne nous dise pas « Ah ben non, on a préféré financer un autre projet et pas celui sur les vascularites parce qu'on sait qu'on a besoin des études pour avancer. » Et voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la recherche académique. C'est-à-dire que c'est vraiment issu de la réflexion, j'ai envie de dire, des médecins en collaboration avec les patients, etc. Voilà. Et à l'inverse, ou alors pas à l'inverse, mais
comme autre type de recherche, il y a ce qu'on appelle la recherche industrielle, où les compagnies pharmaceutiques, eh bien, vont voir qu'elles ont une molécule qui peut être intéressante dans telle maladie. Et là, en revanche, le laboratoire va prendre en charge eh bien, le budget d'une étude, et souvent c'est des études internationales, eh bien, pour dire, eh bien, bah voilà, nous, on se pose la question de l'avacopan, par exemple, dans les vascularites à ANCA, eh ben, l'avacopan, on pense que c'est une molécule intéressante, et donc on va financer une étude pour évaluer l'avacopan. Et que ce soit les études académiques ou les études industrielles, eh bien, quand elles démontrent que le bras expérimental eh bien, est mieux, eh bien, ça fait avancer les choses. Et c'est ça qui permet d'avoir des nouvelles autorisations de mise sur le marché. Et par exemple, l'avacopan, vous savez qu'il y a un médicament qui permet d'utiliser moins de cortisone dans les vascularites en cas. Eh bien, c'est parce qu'il y a eu une étude faite par le laboratoire et qui a permis d'obtenir une autorisation de mise sur le marché et un remboursement eh bien, en août 2023. Pour ceux qui ont une GEPA, eh bien, le mépolizumab Nucala que vous recevez peut-être pour utiliser moins de cortisone, eh bien, c'est par le biais d'une étude industrielle du laboratoire qui s'appelle GSK, qui a fait une étude internationale auquel la France a participé et qui a montré que eh bien, c'était mieux d'utiliser ce traitement. Pour les patients qui ont une maladie de Horton ou artérite à cellules géantes, eh bien, le tocilizumab ou Roactemra, un traitement qui se fait en piqûre sous-cutanée une fois par semaine, eh bien, c'est une étude industrielle internationale auquel la France a participé, eh bien, qui a permis de montrer que c'était mieux. Donc, il y a plusieurs niveaux, vous voyez, dans la recherche et comment elle est organisée. Il y a la recherche académique, et ça, le GFEV est très impliqué, et je pense qu'il faudrait qu'on puisse organiser peut-être les choses pour impliquer également systématiquement pour avoir un peu un avis des principaux concernés que sont les patients. Il y a la recherche industrielle qui, elle, eh bien, a une finalité, c'est qu'une molécule dans laquelle ils ont investi beaucoup d'argent et des autorisations pour dire, ben, on peut donner ce médicament, mais on peut le donner parce qu'il marche. Mais donc, si vous voulez, parfois, on peut considérer que leur objectif, c'est de montrer que leur molécule marche, euh, alors que, eh bien, ils se comparent, si vous voulez, à une stratégie qui est pour nous pas forcément la meilleure. Et par exemple, pour prendre l'exemple de l'avacopan, qui est une molécule qui s'appelle le Tavneos, qui est peut-être une molécule dont vous avez entendu parler ou vous avez déjà parlé au sein de l'association, eh bien, nous, notre rôle, ça avait été de râler au début parce qu'ils voulaient comparer leurs molécules à un traitement qui n'était pas le traitement de référence. C'est-à-dire que, eh bien, quand on était un patient et qu'on participait à l'étude, eh bien, si on était tiré au sort dans le bras, pas avacopan, mais le bras placebo, eh bien, nous, on avait le sentiment que les patients, ils n'allaient pas recevoir le traitement qu'on pensait être le traitement de référence, le traitement qu'on aimerait recevoir soi-même si on avait la maladie. Et donc, nous, notre rôle quand c'est comme ça, c'est de dire en tant que groupe de recherche, eh bien, écoutez les gars, votre molécule, elle est probablement prometteuse, mais nous, on n'est pas d'accord pour que nos patients, eh bien, si on participe dans l'étude telle qu'elle, eh bien, ils reçoivent le traitement que vous proposez parce que pour nous, c'est un traitement entre guillemets au rabais. C'est un traitement comme on faisait il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est en 2024. Eh bien, il y a eu des progrès. Et donc, voilà. Et par exemple, il y a une étude qui est en train de se mettre en place avec un médicament qui
agit un peu de la même manière que l'avacopan, avec un laboratoire qui s'appelle Novartis. Et au début, comme ils voulaient que leurs molécules gagnent le bras de fer et soient meilleures que le bras contrôle pour avoir une autorisation, eh bien, si vous voulez, pour vous donner des exemples concrets, eh bien, ils proposaient d'utiliser moins de corticoïdes qu'on le fait d'habitude et pas de rituximab en entretien quand on a une vascularite en cas, alors que ça a été démontré par les Français qu'il faut donner des perfusions de rituximab tous les 6 mois. Et donc, nous, on a dit, bah, écoutez, si vous continuez comme ça, eh bien, la France ne participera pas parce que nous refusons de faire participer les patients qui nous font confiance à une étude où on considère que, eh bien, ils n'auraient pas un traitement qui serait un traitement qu'on considère optimal. Et en faisant ça, eh bien, même si c'est des Américains et on peut, ou des Suisses parfois, où on peut se dire ils se fichent de la vie des Français, eh bien, ils ont modifié leur protocole pour eh bien, se dire, comme la France, ils savent que c'est un pays très fort, entre guillemets, dans les vascularites, grâce eh bien, à l'association de patients, grâce au groupe français d'études des vascularites, eh ben, on a pu faire peser un peu les choses pour que les patients qui participent dans le protocole, eh ben, ils reçoivent un traitement qui, entre guillemets, pour nous, ressemble à quelque chose en 2024. Et donc, si vous voulez, donc ça, c'est les différents niveaux. Et après, il y a la recherche en France, il y a la recherche en Europe, c'est-à-dire qu'on a des groupes un peu de travail, eh bien, de collaboration avec les collègues européens. Et puis, parfois, il y a également des projets de recherche internationaux où, eh bien, les Français, les autres pays d'Europe, les Américains, les Japonais, vous voyez, plein de pays vont participer. Donc, la recherche dans les vascularites, elle est organisée un petit peu comme ça. Et ce qu'il faut se dire, et je pense que c'est important, et donc je vous dis, c'est beaucoup grâce à l'organisation aussi telle qu'elle est faite au niveau des patients, eh bien, il faut considérer que ce petit village gaulois qu'est la France, eh bien, pèse assez lourd dans le panorama international et que la France eh ben, impressionne beaucoup les Américains parce que c'est probablement le seul pays au monde qui est capable de faire des études tout seul comme un grand. Et ça, c'est bien entendu grâce à la structuration qu'a fait Loïc Guivin, hein, que vous avez sûrement eu déjà l'occasion d'écouter. Alors que les Américains, peut-être parce que, pour prendre cet exemple, le pays est trop grand, il y a des guerres de clochers ou je ne sais quoi, et ben, a plus de mal à s'organiser. Et donc, on est un pays petit, peut-être par rapport à certains, mais qui est très bien organisé. Et donc, en gros, si vous voulez, la France, eh ben, ça pèse, comme diraient les jeunes, assez lourd dans le game de la recherche. Et c'est pour ça qu'on a nos mots à dire. Et je pense que vraiment, dans la recherche, on a envie de plus en plus de se structurer pour discuter en amont des projets. Et je pense que pour les essais thérapeutiques et qu'il y a sûrement quelque chose qu'on pourrait peut-être organiser de manière plus formelle avec l'association. Donc ça, c'est sur les essais thérapeutiques. Mais qui dit essais thérapeutiques dit que c'est parce qu'il y a eu de la recherche qui a été faite pour comprendre eh ben, que tel médicament pourrait être important. Eh bien ça, c'est le but de ce qu'on appelle la recherche translationnelle ou de la recherche fondamentale et avec des chercheurs qui parfois sont que dans un laboratoire, mais il faut le faire. Et moi, c'est pour ça que j'ai une activité de recherche dans un laboratoire aussi. C'est que je permets aussi d'amener dans le laboratoire eh bien, les questionnements que sont ceux des patients, des maladies, pour qu'il y ait une finalité dans la recherche, pour que ça finisse toujours par profiter aux patients. Et donc, là, c'est l'appel d'offres qui est ouvert actuellement et dont la date de clôture sera le 31 mars, donc dans 2 semaines, et qui est un appel d'offres France Vascularite, groupe français d'études des vascularites, et où, une fois qu'on aura reçu les dossiers, eh bien, on évaluera médecins,
et patient, eh bien, les projets proposés pour que tous ensemble, on décide qu'est-ce qu'on a envie de financer comme projet. Et parce que ces projets qui seront financés par nous ensemble, eh bien, peut-être qu'ils ouvriront des perspectives et que dans 3 ans, 4 ans, eh ben, ils permettront d'avoir peut-être un nouveau médicament. Donc, c'est pour dire que c'est comme ça que les choses s'organisent. J'ai envie de dire qu'on est très ouvert à ce que les choses, on a envie d'être très ambitieux, on a envie que tous ensemble, on pèse ensemble dans le game. Mais voilà, en gros, c'est pour dire que c'est comme ça aujourd'hui. Mais bien entendu, toutes les idées sont bonnes à prendre, toutes les motivations, sont bonnes à prendre. Et donc, voilà en tout cas ce que je voulais vous dire. Euh, Tu me dis, Raphaël, s'il y a un point que tu veux que j'aborde en plus ou tout ça, ou si vous voulez qu'on échange maintenant à la lumière de ce je vous ai dit, enfin, je suis à vous, quoi. Bon, merci beaucoup, Benjamin. On participe bien volontiers à ce game. On ne fera pas de game over. Ah, c'est vraiment chouette. Je pense que c'est une orientation qui est nécessaire en 2024, de vraiment faire peser le poids à la vie des patients. Donc, merci pour cette opportunité qu'on prend bien sûr avec grand plaisir. Des questions, oui. Tu as parlé de Vacopan, donc tu imagines que les questions seront assez fréquentes sur cette molécule. J'ai discuté avec Geoffrey, que tu connais de Vifor. Il me Ouais. disait l'autre jour, alors je crois que c'est à Caen, mais bon, peu importe, qu'il donnait l'avacopan sans corticoïdes. Alors, je n'ai pas su s'il y avait eu des corticoïdes en première intention et que l'avacopan a été donné après, mais apparemment, l'avacopan a été donné sans corticoïdes. Est-ce que ça commence à se généraliser ou si on reste encore prudent par rapport à ça? Alors, pour l'avacopan, j'ai l'impression que le début des prescriptions en France est timide. Il est timide et ça, c'est essentiellement parce que même si on a réussi à faire peser un peu on donnait notre avis, peut-être qu'à l'époque, ils écoutaient encore plus les Américains. Dans le nouvel essai thérapeutique d'un cousin de l'Avacopan, on a été encore plus, si vous voulez, on va dire, à donner notre avis. Mais en fait, l'Avacopan, l'étude de l'Avacopan, elle s'est comparée à un bras. Si vous voulez, en fait, il faut imaginer qu'une étude, c'est comme si on a un patient qui va être une voiture et qui peut prendre deux chemins parallèles. Un chemin, une route, ça va être je reçois le traitement habituel et l'autre chemin, ça va me faire prendre une route où je vais avoir des nouveautés, entre guillemets. Et donc, en théorie, il faut que la route qui est censée être la route, le chemin habituel, il soit vraiment votre chemin habituel et celui qu'on donnerait. Et comme le chemin habituel, qu'on appelle le bras contrôle, celui qui permet de comparer le nouveau médicament à quelque chose qui est, on va dire, un truc, notre point de repère, le point de repère, il était un peu moins habituel que ce qu'on fait en France. Et donc, ben, tout ceci fait que l'Avacopan, il s'est comparé à un point de repère qui est un point de repère un peu sous-doté, entre guillemets, pour nous Français, par rapport à nos repères habituels. Et donc, ça fait que les gens ont envie, ils ont besoin de prendre leur temps et notamment de voir ce que donne l'utilisation chez les collègues américains, chez les collègues allemands. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que l'avacopan, dans l'essai, il a été donné avec des corticoïdes. Il y avait beaucoup moins de corticoïdes. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, l'avacopan, l'étude telle qu'elle a été faite, c'est une étude où c'est de l'avacopan plus des corticoïdes, mais globalement 2 à 3 fois moins de corticoïdes que d'habitude, mais pas sans corticoïdes. Donc, c'est pour dire que euh, pour nous, l'avacopan, c'est bien entendu une révolution thérapeutique. Ça permet d'utiliser moins de corticoïdes dont vous connaissez pour la plupart les effets secondaires, mais le zéro corticoïde,
Alors, bien entendu, c'est ce qu'on aimerait, mais le laisser tel qu'il a été fait, par exemple, eh ben, à utiliser, pour vous donner des chiffres, vous voyez, genre, euh, bah, par exemple, si je prends un mois de corticoïdes à 60 mg par jour, eh bien, ça va faire 1,8 g, un mois de corticoïdes à 60 mg par jour. Eh bien, dans le bras de l'essai Avacopan, les gens recevaient quand même en gros 1,5 g de cortisone en cumulé, hein, quand on fait la somme. Et dans le bras qui n'avait pas l'Avacopan, 3,5 grammes. Donc, vous voyez que ça a permis d'utiliser moins de cortisone. Après, le prix de l'Avacopan, eh bien, c'est globalement 6 000 € par mois. Et c'est pourquoi, eh bien, on dépose au PHRC cette année, là, dans une semaine, une étude pour utiliser de l'Avacopan moins longtemps, c'est-à-dire une fois qu'on a passé le début, eh ben, en fait, on pourrait peut-être utiliser moins longtemps l'Avacopan parce que, eh bien, on en a besoin au début, surtout quand il y a besoin de beaucoup de cortisone. Mais une fois qu'on a passé les 6 premiers mois, eh ben, peut-être qu'on n'a pas besoin d'Avacopan. Et qui dit Avacopan moins longtemps, dit moins de dépenses et donc dit probablement, eh bien, l'accès plus facile de plus de patients à l'Avacopan ou de nouvelles molécules dans les mois ou années qui viennent. Oui, merci. On va patienter. C'est vrai qu'on a Mais beaucoup d'espoir l'Avacopan, sur en tout cette. cas, il est disponible aujourd'hui, hein, Oui, oui, c'est-à-dire ouais. qu'il peut être prescrit à la pharmacie. Si parmi nos auditeurs, il y a des personnes qui ont de l'Avacopan, ça serait intéressant de nous passer un petit coup de fil, qu'on puisse échanger sur vos impressions par rapport à ce traitement. Merci. Il y avait une question, je crois, tout à l'heure dans le chat par rapport à la fratrie. Oui, une question. Donc, une vascularite au niveau d'une fratrie, ce qui est le cas avec ma sœur, est-ce le hasard ou y a-t-il un recoupement au niveau tissulaire? Alors, les vascularites, les formes familiales, ou quand on dit familial, c'est-à-dire un frère, une sœur, ou un père, une fille, un père, un fils, une mère, enfin un fils, enfin voilà, eh ben c'est très, 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 très rare. C'est-à-dire que pour nous, les vascularites ne sont pas des maladies génétiques. Il n'empêche qu'il y a en France, comme partout dans le monde, quelques formes de vascularite qu'on appelle multiplex. Multiplex, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont la vascularite dans la famille. Et donc, dans ces situations, la question qui se pose, c'est en effet de se dire, ben, il est logique de se poser la question de est-ce que dans nos gènes, avec ma sœur, mon frère, mon fils ou ma fille, si c'est avec un de ses enfants, eh bien, est-ce qu'on n'a pas dans nos gènes quelque chose qui favorise la vascularite plus que d'habitude? Eh bien, l'hypothèse est bien entendu que oui. Et donc, en termes de recherche clinique, il y a une recherche académique, par exemple, qu'on coordonne à Cochin, qui s'appelle FamilyVasc, les formes familiales de vascularite, où en fait on envoie par la poste, si les gens sont d'accord, ils signent un consentement, donc il y a toutes les étapes réglementaires qui ont été faites, et bien où on envoie un petit truc qui permet de cracher de la salive dans un petit tube et c'est renvoyé par la poste après. Un peu comme dans les experts Miami, on fait un prélèvement de salive dans le but, eh bien, dans un futur proche, d'essayer si on a plusieurs familles, par exemple, qui ont une maladie de Wegener, plusieurs familles qui ont une GEPA, plusieurs familles qui ont une maladie de Horton, eh bien, qu'on puisse essayer de voir est-ce qu'il y a eh bien, des informations que ça nous apporte sur pourquoi est-ce que plusieurs membres d'une même famille eh bien, ont fait une vascularite. Parce que si on se rendait compte, par exemple, que ce qui caractérise les gènes des patients de la même famille qui ont fait une vascularite, je vais dire au pif, mais c'est parce qu'ils ont
une sensibilité anormale à telle molécule, eh ben, ça peut nous donner des informations pour que demain, on se dise, eh ben, cette molécule, elle est peut-être importante dans la maladie et même dans les formes d'autres personnes. Et donc, ça peut nous ouvrir des perspectives vers de nouvelles thérapeutiques. Et donc, voilà, mais ça, c'est vrai qu'il ne faut pas les prendre pour autant comme des maladies génétiques, parce qu'en fait, vous savez, quelqu'un qui a un diabète, si vous avez certains d'entre vous, des filles, des enfants, des filleuls, des cousins qui ont du diabète, eh ben, dans l'entourage de ces gens, eh bien, il y a plus de diabète. Donc, c'est comme si, quand on a une pathologie, on a un système immunitaire qui est propice à ce qu'on fasse de l'inflammation. Et donc, la probabilité que notre frère ou notre sœur, notre fils ou notre fille ait un système immunitaire qui ait tendance à vouloir aussi faire plus d'inflammation, eh ben, le risque, il est plus élevé. Bon, ça reste quelque chose de très, très rare dans les vascularites, mais donc, sachez qu'il y a une recherche, il y a des travaux de recherche fondamentales et translationnels pour, quand il y a des formes familiales, qu'on essaye d'identifier eh bien, un ou quelques gènes qui sembleraient favoriser la maladie. Et quand c'est le cas, eh ben, au laboratoire, on essaye de comprendre pourquoi. Et la finalité, c'est qu'il puisse y avoir derrière, eh bien, possiblement une nouveauté thérapeutique, en tout cas quelque chose qui fasse avancer les choses. Et merci. Mais ça concerne du coup toujours la même vascularite dans une même famille. Ça peut paraître par exemple un Horton chez une grand-mère et puis la petite fille a un Wegener. Alors, pour, entre guillemets, comme la recherche, plus on intègre des variations dans les choses, plus c'est compliqué. Eh bien, dans cette étude Family Vasque, on se focalise plutôt pour essayer d'avoir le plus de chances de trouver des choses sur des formes familiales d'une même vascularite. Et ça peut être parents-enfants ou frères et sœurs au sein de la fratrie. Et on a quelques familles où il y a même plusieurs membres d'une famille quand on va chez les cousins aussi, etc. Mais ça reste très, très rare. Et donc, nous, ce qu'on dit toujours à nos patients qui ont une vascularite, eh ben, la probabilité qu'un de vos enfants ait la maladie, elle avoisine le zéro, hein. C'est très, très rare. Il faut la force du groupe français d'études des vascularites. Il faut la force de l'association France Vascularite pour qu'avec de la chance, entre guillemets, hein, quand je dis de chance, mais c'est parce qu'on peut y voir des opportunités de trouver des nouveautés, eh bien, pour trouver une ou deux familles de patients où il y a une vascularite sur toute la France. Donc, vous voyez que c'est des choses excessivement rares. Ok, merci. Alors, question dans le chat. Encore du temps, Benjamin, avec nous? Ouais, ouais, ouais. La recherche fondamentale permet-elle d'envisager une guérison des vascularites au lieu de la rémission? Vaste Bah, sujet aussi. non, mais entre guillemets, vous savez, maintenant, avec la recherche, ce qu'on veut, c'est repousser les limites le plus loin possible. Et la recherche, limite, elle se veut, elle a l'ambition de la repousser au maximum. Et donc, bien entendu, que l'objectif avec la recherche, que ce soit fondamental ou même les nouveaux traitements dérivés de ça, eh ben, ça soit qu'on induise des guérisons. Ça, c'est clairement l'objectif. Et par exemple, j'ai eu jeudi soir une réunion avec un laboratoire qui se pose la question, eh bien, de faire un essai dans les vascularites et notamment dans les formes qui rechutent régulièrement, avec un truc que vous avez peut-être entendu qui s'appelle les carticelles. Les carticelles, c'est un truc qui a révolutionné les lymphomes, les leucémies, et qui est en train d'aller vers les maladies auto-immunes et qui pourrait, en tout cas, eh bien, induire des guérisons. Alors, on en est au stade où ils veulent réfléchir eh ben, à lancer une étude internationale.
Et par exemple, pour vous dire encore, ils voulaient comparer leur carticelle, donc leur traitement, c'est un peu ce qu'on appelle de la thérapie cellulaire, au fait de faire du rituximab au début et après de ne plus en faire pour maintenir la rémission. Et donc, bah, si on ne met pas de rituximab pour maintenir la rémission, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les patients rechutent. Et donc, eux, ils voulaient évaluer le traitement, leurs cellules, leurs carticelles, en disant, ben, il y a un côté, je donne mon traitement pour prévenir la rechute, et l'autre, on donne rien. Et donc, pour qu'ils montrent que bah, c'est mieux leur truc. Et moi, je leur ai dit, no way, si vous faites ça, nous, la France ne participera pas. Je ne vais pas accepter que des patients rentrent dans une étude où un des deux bras, eh ben, c'est les envoyer vers la rechute. Donc, vous voyez, c'est des négociations pour que la recherche, elle ne soit pas non plus au détriment des gens. Mais si vous voulez cette étude, si on arrive à les faire changer pour qu'ils fassent une comparaison qui eh ben, soit honnête, entre guillemets, eh bien, avec ce traitement, qui est une perfusion de vos cellules qu'on a modifiées pour que ça soit un super rituximab qui dure, eh bien, c'est vraiment l'objectif, c'est la guérison derrière. Donc, c'est des choses, vous voyez, on est en 2024 et on en parle, hein. Donc, c'est pour dire que ça, c'est demain, ça, peut-être, hein. Oui, chouette. C'est Novartis, ça, c'est ça? C'est Novartis, Novartis. exactement. Tout à fait. Ok. Ils nous ont contactés aussi pour l'aspect qualité de vie des patients. Ouais, d'accord. Et bien ça, vous voyez, par exemple, ils voulaient que dans leur essai, un patient qui ait une maladie de Wegener, par exemple, une polyangéite, eh bien, reçoive au début du rituximab et ensuite plus rien. Et il y en a un qui recevait rien et un autre qui recevait le carticelle. Et donc, nous, on a dit, bah, écoutez, ouais, si vous voulez que les patients rechutent, il faut faire ça, hein. Mais comme derrière, c'est des enjeux financiers énormes, eh ben, ils ont envie que leur molécule, elle gagne, hein. Mais on a dit, ouais, peut-être il y a moyen de la faire gagner, mais pas au détriment de la prise en charge. Ok. On a une question sur la recherche dans la maladie de Besset. Où en est-on? Alors, la maladie de B7, c'est une maladie où probablement le poids de la génétique, il est un peu plus fort que les autres, parce que je dirais que dans les autres vascularites, eh bien, c'est exceptionnelissime les formes familiales. Dans la maladie de B7, eh ben, il arrive qu'on est dans une fratrie, deux frères, par exemple, qui est une maladie de B7. Je dirais que c'est moins rarissime. Donc, ça a permis qu'il y ait des études sur la génétique. Et donc, j'ai envie de dire que on connaît assez bien les mécanismes liés à la maladie de B7. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'est-ce qui la déclenche un jour. C'est peut-être pas un truc plus qu'un autre, c'est que on a un système immunitaire très, très réactif. Dès qu'on met un peu d'huile sur la poêle, ça flambe. Et on a néanmoins vraiment des connaissances assez importantes, ce qui permet qu'aujourd'hui, eh ben, on ait des développements thérapeutiques. Vous savez peut-être dans la maladie de B7 qu'il y a un traitement qui s'appelle l'apremilast au Tesla qui a une autorisation, hein, dans la maladie. Et il y a les anti-TNF qui sont un traitement qui marche très bien. Donc, j'ai envie de dire, il y a quelques équipes qui travaillent dessus. Il y a notamment les collègues internistes à la Pitié-Salpêtrière qui travaillent dessus. Et puis, il y a quelques études dans le monde, notamment de collègues turcs, où c'est un pays où c'est très, très fréquent. Donc, j'ai envie de dire que c'est une maladie où les choses quand même avancent et donc des nouveautés thérapeutiques avancent. Et il y a des essais thérapeutiques aussi dans la maladie de B7. Donc, c'est plutôt une maladie dans laquelle il y a de l'activité, entre guillemets, scientifique. Et merci. Euh, Ensuite, une question de Christina. Bonjour Christina. Quelles sont les pistes de réflexion actuelles en termes d'épigénétisme cette fois-ci? Alors, en effet, l'épigénétique, c'est très intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, l'épigénétique,
Donc, épigénétique, c'est ce qui est un peu autour des gènes. Et donc, c'est ce réguler le fait qu'un gène, il s'exprime ou pas. C'est que vous savez, dans notre corps humain, on a donc ce qu'on appelle un génome, c'est-à-dire une centaine de milliers de gènes. Et parfois, on a une maladie parce qu'on a un gène qui a été un peu modifié et donc qui va favoriser la maladie. Quand on prend des gènes un peu standards, eh bien, alors que normalement le but d'un gène, c'est de donner une protéine, c'est d'être transformé dans une protéine, eh bien l'épigénétique, c'est ce qui va dire, le gène là, tu vas te transformer beaucoup en protéine, moyennement en protéine ou pas beaucoup en protéine. Donc en fait, c'est un truc qui fait que c'est pas parce qu'on a un gène que il va être exprimé par notre organisme beaucoup, pas beaucoup. Donc c'est un peu le régulateur de ça. Et par exemple, on pense que des choses qui vont réguler, eh bien, cela, ça va être l'environnement, ça va être les hormones, ça va être des médicaments, ça va être plein de choses qu'on maîtrise pas bien. Et donc, il y a des équipes qui travaillent dessus, mais j'ai envie de dire peut-être moins que dans d'autres domaines parce que c'est très compliqué, l'épigénétique. Mais en tout cas, par exemple, les collègues de Dublin qui sont assez actifs également au niveau européen dans les vascularites, eh bien, ils s'intéressent beaucoup à l'épigénétique. Voilà, donc il y a des choses, mais je dirais que c'est peut-être un peu plus en amont encore, parfois d'identifier est-ce que cette molécule, elle est importante dans la maladie ou pas. L'épigénétique, c'est plus difficile de trouver une cible de traitement. Donc, ça nous donne des informations, mais c'est vrai que ce qu'on a envie, par exemple, vous voyez, avec tous les anticorps qu'on voit aujourd'hui, le tocilizumab, le roactemra et d'autres, c'est de trouver une molécule qui joue un rôle important et de se dire, si je la bloque, ma maladie, elle va aller beaucoup mieux. Donc ça, c'est un peu plus facile. L'épigénétique, ça nécessite un peu plus de finesse et c'est un peu plus complexe. Ok. Est-ce que le stress aussi peut avoir un impact? Ah le stress, oui, oui, hein, très clairement, hein. Il y a des maladies. On parlait de maladie de B7 tout à l'heure. La maladie de B7, pour moi, c'est probablement la maladie pour laquelle l'impact du stress est le plus visible facilement. Parce que quand les gens qui ont une maladie de B7 ont une période difficile, que ce soit difficile physiquement, psychologiquement, parce qu'au travail, ça se passe mal, parce que ils ont des soucis avec, je sais pas, je vais dire au pif, leurs enfants, des choses comme ça, c'est impressionnant comme les aftes, qui est un signe de la maladie de B7, ils se réveillent, par exemple. Et ça, c'est quelque chose vraiment de très, très visible. Et donc, le stress, il joue un rôle, je pense, très important. Ce qui est toujours compliqué avec le stress, et notamment, vous savez, quand on se pose la question, est-ce que le stress a déclenché la maladie? C'est qu'en fait, le stress, il est difficile de le mesurer. Dans une prise de sang, je vous mesure votre protéine C-réactive, votre CRP, je vais avoir un chiffre. C'est facile, j'ai la mesure. Le stress, alors est-ce que c'est un petit stress, un moyen stress, un gros stress? Le même stress pour deux personnes, il ne va pas être vécu pareil. Enfin, vous voyez, donc en fait, c'est ça qui rend toujours un peu compliqué la mesure qu'on peut faire de l'impact du stress notamment. D'où l'importance d'avoir des activités pour évacuer le stress. On en Exactement, propose à l'association, donc il ne faut pas hésiter à exactement. faire, ou Et d'où même à titre l'importance, personnel. ouais, et d'où l'importance d'avoir des échelles de mesure des patients, ce qu'on appelle les PRO, les Patient Reported Outcome, qui permettent vraiment de donner une place de plus en plus importante au ressenti des patients. Ok, alors ensuite, encore des questions. Est-il possible que la vascularite évolue vers d'autres formes de vascularite? C'est quand même, alors, c'est possible. On a déjà eu l'impression d'avoir des situations comme ça, mais c'est exceptionnelissime. Et la question qui se pose,
souvent, c'est est-ce que la première vascularite, ce n'était pas en fait la deuxième et on s'était trompé. Par exemple, je prends un exemple. Eh ben, on sait que certaines vascularites comme la granulomatose avec polyangite, anciennement maladie de Wegener, eh ben, elle peut avoir envie de commencer comme une maladie de Horton. Et donc, on va se dire, ben, j'ai une maladie de Horton, et puis comme on va donner un traitement qui est celui de la maladie de Horton, mais pas de la maladie de Wegener, 1 an, 2 ans plus tard, la maladie de Wegener va apparaître. Et en fait, aujourd'hui, eh ben, on sait que c'était en fait beaucoup plus probablement la maladie de Wegener depuis le début, mais qui a mimé une maladie de Horton. Donc, c'est beaucoup plus des situations comme celle-là plutôt que des vraies vascularites qui auraient changé en cours de route parce qu'elles ont quand même des mécanismes très différents. Dans les autres maladies auto-immunes, qu'on appelle le lupus, la sclérodermie, le syndrome de Sjögren, et ben ça en revanche, c'est beaucoup plus fréquent que les maladies, elles changent d'une vers l'autre. Dans les vascularites, c'est rarissime en fait. Ok, bien. Ça reste marginal, de toute façon, pas rare, Oui, exceptionnel. oui, ça reste Ouais, vraiment très, 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 très rare. ouais. Fabienne qui demande si on a des contacts avec Roche. Alors, on parlait tout à l'heure de l'étude de Xavier Fléchal sur le Ouais, rituximab sous-cutané. Je crois que Roche a refusé de financer le traitement pour l'étude. Après, ouais. sur c'est eux qui fournissent le rituximab, qui avaient fourni le rituximab sur l'étude que vous connaissez tous, Penrestant. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres molécules chez Roche. Alors, il y a une étude qui devrait commencer bientôt avec non pas le rituximab, mais un rituximab beaucoup plus efficace qui s'appelle obinutuzumab. C'est un traitement, il a déjà été comparé au rituximab dans certains lymphomes et il a montré qu'il est plus efficace. Et donc, nous, on avait déposé il y a 2, 3 ans au ministère eh bien, une demande de financement pour essayer chez nos patients qui ont une vascularité en cas qui rechute beaucoup, eh bien, plutôt que de leur donner du rituximab, de leur donner ce médicament qui est un cousin mais plus efficace qui s'appelle obinutuzumab. Et ça, c'est un médicament qui appartient à Roche aussi. Et donc, on avait demandé à Roche est-ce qu'ils voulaient nous aider financièrement. Ils avaient refusé aussi. Et donc, cette étude, c'est une étude qui va bientôt commencer et vous ne pourrez pas la rater parce que comme euh, c'est avec l'obinutuzumab, eh ben, son nom, c'est Obi-Wan de Star Wars. Donc, ça sera l'étude Obi-Wan. Et donc, celle-là, elle a pour but de eh bien, battre à coups de sabre laser la maladie de Wegener et la vascularité en cas. Pas la maladie, hein, pas le patient. Oui, oui, bien sûr, la maladie. On va voir débarquer Dark Vador sur le plateau après. Tu peux parler dans le micro, s'il te plaît, Edith. Il y a une question là chez nous dans la salle. Oui, bonjour. Je voulais vous demander par rapport au rituximab. J'ai la maladie de Wegener et donc pour l'instant, depuis octobre, enfin, qui a été détecté en octobre 2022, donc j'ai fait pas mal de cortisone. J'ai été aussi avec des perfusions, je ne sais plus le nom, c'est un peu un déni. Et maintenant, je suis sur rituximab. Et l'autre jour, la personne qui me soigne me disait que d'ici décembre prochain, comme ça va bien, au lieu de programmer sur 4 ans cette perfusion de rituximab tous les 6 mois, il allait peut-être décider de la programmer uniquement pendant les 2 années, c'est-à-dire que ça se terminerait en fin d'année. Mais si je vous ai bien compris, parce que c'est un peu compliqué, vous préconisez que le rituximab soit perfusé pour l'instant, euh, pas ad vitam aeternam, mais presque. Alors, donc, nous, aujourd'hui, il y a eu un moment, un essai thérapeutique qui a suggéré que faire 4 ans, c'était mieux que 2 ans. Donc, on est tous en France et on avait fait des recommandations du groupe français d'études des vascularites, recommandé de passer à 4 ans. Récemment, on a publié une étude française
qui analysait tous les essais rituximab et où on s'est rendu compte en fait que 2 ans était suffisant par rapport à 4 ans, d'autant plus qu'entre-temps est passé par là le Covid. Le Covid où on s'est rendu compte qu'avec le rituximab, les vaccins marchaient moins bien et que le Covid pouvait être quand même un peu plus, on va dire, méchant. Et donc, tout ça, ça nous a poussé à repasser de 4 ans à 2 ans quand on a un patient qu'on traite pour la première fois, comme c'est votre cas. Si en revanche, on se rend compte que la maladie décide au bout de quelques années de se réveiller, eh bien, parce qu'on sait que ça arrive parfois, eh bien, on peut être amené à dire, bon, eh bien, on reprendra un traitement, mais on le donnera plus longtemps cette fois-ci, dans le but de ne pas donner un traitement trop long à tout le monde. Et voilà. Mais donc, nous aussi, maintenant, eh bien, on est repassé à 2 ans. Et après, vos collègues, vos médecins, si vous êtes de la région de Dijon, eh ben, on les connaît bien, hein. C'est nos C'est le amis, on professeur travaille Sanson, beaucoup avec hein. eux. Voilà, Ah ben voilà, c'est mon grand copain, Maxime. oui, oui. Et donc, on est en phase avec Maxime. Et en Mm. fait, on a, sur les données des études, eh bien, remarqué que, en fait, probablement que donner 4 ans, eh ben, ce n'était pas indispensable et mieux fallait donner 2 ans et se poser des questions à la fin et de voir est-ce que chez vous, eh bien, il faudrait donner que 2 ans ou est-ce que, parce que malgré ça, votre maladie, elle reste active, eh ben, je vais vous donner plus longtemps. Et idem, c'est pas pareil un patient qui fait des infections avec le traitement, bah, on a plus peur de continuer le traitement chez quelqu'un qui est plus fragile que chez quelqu'un qui n'a jamais fait d'infection. Mais globalement, on est repassé à 2 ans comme Maxime Sanson vous a proposé. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci, Benjamin. Alors, on a encore des questions. Tu as encore un peu de temps avec nous? J'ai jusqu'à midi, On, ouais. voilà, on prend les dernières questions qui viennent de s'afficher et il y a 2 personnes qui ont levé la main. Il y a plus qu'Isabelle maintenant. Alors, juste un oui ou un non pour la question sur le vaccin Covid. Est-ce que c'est tous les 6 mois, oui ou non? Alors, honnêtement, la réponse c'est oui, hein. C'est-à-dire que quand on a du rituximab, eh bien, il est hautement recommandé de faire le vaccin. Je comprends néanmoins que certains en aient un peu ras-le-bol de faire les vaccins tous les 6 mois et que bah, ce que je veux dire, c'est qu'on ne jette pas la pierre aux gens quand ils disent non, moi c'est bon, là j'en ai fait 8 des vaccins, voilà quoi, j'en ai marre. C'est un discours qu'on a hein, parfois. Mais est-ce que quand on est sous rituximab, eh bien, il faut se vacciner annuellement contre la grippe et contre le Covid régulièrement, eh bien, la réponse reste oui, oui et oui. Néanmoins, je vous dis, il faut quand même avoir la réalité de se dire que, bah, en fait, il y a des patients, ils en ont marre de le faire. Et si ça arrive, eh bien, vous savez qu'il y a, quand on est fragile, également le Paxlovid, le traitement antiviral qui se prend pendant 5 jours et qui est prescrit par son médecin traitant, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup à passer un cap aussi. Ok, merci. Euh, alors, j'avais juste une question sur le rituximab avant de donner la parole à Isabelle. Pourcentage de rechute après 4 ans de rituximab. Je ne sais pas s'il y a des chiffres, mais en tout cas, le pourcentage de rechute après l'arrêt du rituximab, on pourrait dire. Alors, je dirais que le 4 ans, on a besoin d'un peu plus de recul parce que cette stratégie, eh ben, en fait, elle a été faite à partir des années 2000. Donc, si vous voulez, on n'a pas encore beaucoup de recul. Ce qu'on peut dire, c'est qu'après une polyangéite microscopique, avec les encas anti-MPO, le risque que la maladie de la vascularité en cas se réveille, il est probablement de l'ordre de 10%. Dans une vascularite de type granulomatose avec polyangéite, anciennement Wegener avec des ANCA-PR3, le risque, il est probablement plus vers
j'ai envie de dire 30 à 40%, mais ça peut survenir très longtemps après. Donc moi, ce que je dis toujours à mes patients, c'est, bon, vous avez l'ANCA-PR3, on sait que ça veut se réveiller plus souvent que l'autre ANCA, mais on sait que notre traitement, il a été efficace une fois, il sera efficace, et donc, il ne faut pas, entre guillemets, s'inquiéter qu'on soit dans l'impasse. On peut toujours être déçu que la maladie se réveille parce qu'on se dit, oh là là, ça m'allait bien de ne plus voir quand même l'hôpital de jour tous les 6 mois, régulièrement, tout ça. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est souvent plus une déception de devoir un peu reprendre un traitement que, si vous voulez, se dire qu'on va se retrouver dans une impasse thérapeutique parce qu'on a la chance que le rituximab il soit efficace à nouveau. Pour répondre un petit peu à la question d'Alexandra Sanchez qui a posé une question dans le chat. Alexandra, si la réponse n'est pas complète pour toi, on la reposera à Benjamin par mail. Je donne la parole à Isabelle. Merci beaucoup. Pardon, donc oui, j'aurais également une question du coup justement sur ce sujet-là des 2 ans contre les 4 ans. Est-ce que premièrement, il y aurait une possibilité de dire bah du coup on coupe la poire en deux et on dit 3 ans? Ou est-ce que après, par exemple pour une forme plutôt sévère, est-ce que pour un premier traitement sur un patient plutôt jeune, avec pas de risque d'infection, pas d'infection sur le traitement d'entretien, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de dire oui, pour un premier traitement, on part sur les 4 ans pour justement avoir une meilleure vision pour éviter les rechutes dans la suite? Alors, pourquoi est-ce qu'on a dit 2 ans par rapport à 4 ans et pas couper la poire en deux, par exemple? C'est parce que, en fait, quand on a analysé les différents essais Menrit-100, vous savez, c'était une trilogie, 1, 2, 3, eh bien, on a vu que 2 ans faisaient aussi bien que 4, en fait. Et donc, bah, on s'est dit, bah, si 2 ans fait aussi bien que 4, eh ben, 3 ans, il n'y a pas de raison que ça fasse différemment. Et pourquoi on s'est dit ça? C'est parce qu'avec le suivi qu'on avait, qui était à 84 mois, c'est 7 ans, c'est 7 ans de suivi. Ça ne veut pas dire que au-delà de 7 ans de suivi, on verra apparaître une différence. Mais si vous voulez, ce qu'on se rend compte aujourd'hui avec le rituximab, d'où l'intérêt d'Obi-Wan avec le nouveau rituximab, d'où l'intérêt des CAR-T-cells, c'est qu'en fait, notre rituximab, eh ben, probablement que chez les patients qui ont une forme qui veut se réveiller, eh ben, qu'on donne 2 ans, 4 ans, 6 ans, eh ben, en fait, le rituximab, il fait juste décaler les choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'en faire plus va faire que les gens vont guérir plus. C'est juste qu'en effet, tant qu'on a du rituximab, eh ben, on a l'impression qu'on ne rechute pas. Mais on ne change pas, entre guillemets, si vous voulez, l'histoire naturelle qui est de se dire bah, que moi, ma maladie, je ne le sais pas encore, personne ne le sait encore, mais elle voudra se réveiller. Vous voyez? Et donc, comme de faire 2 ans par rapport, enfin, plus on fait longtemps, plus on affaiblit le système immunitaire, et donc on essaye de trouver un bon compromis, et plutôt de se dire, il faut peut-être faire des pauses parfois de traitement et dès qu'on sent que la maladie se réveille, sans attendre qu'elle soit fortement réveillée, mais dès qu'elle commence un peu, on reprend, ça permet de faire des pauses et ça permet au système immunitaire de se revigorer en quelque sorte. Vous voyez? Et du coup, est-ce qu'il serait envisageable, par exemple, d'arrêter le traitement de Ritux entretien au bout de 3 ans et éventuellement la prochaine 6 mois d'attendre plutôt une prise de sang du coup pour voir si ça se réveille pour maintenir la dernière année? Ou Alors, est-ce que ça risque d'être le réveil plus ce qu'on a prévu là, c'est un protocole aussi qui a été déposé au PHRC cette année pour le financement du ministère, qui va être, j'ai donné 2 ans de traitement et maintenant, je surveille mes patients en faisant les encas, par exemple, tout ça. Et si les encas, ils réapparaissent, est-ce que je dois surveiller ou est-ce que je dois traiter dès qu'ils redeviennent positifs? Aujourd'hui, en France, on ne traite que s'il y a des symptômes.
Mais quand un ANCA, l'anticorps, il a disparu et qui réapparaît, pour nous, c'est un petit drapeau rouge. Et donc, l'étude, elle va évaluer ce qu'il ne faut pas traiter dès maintenant ou est-ce qu'il faut attendre qu'il se passe quelque chose? Parce que la question, c'est de se dire, bah, est-ce que, oui, on a raison de traiter plus tôt, mais est-ce que, comme quand les encas réapparaissent, tout le monde ne vont pas avoir leur maladie qui se réveille? Est-ce que ce n'est pas excessif? Donc, en tout cas, j'ai envie de dire qu'on a encore besoin de nouveaux protocoles et nouvelles études pour affiner les choses et pouvoir être le plus précis possible. Et notre objectif, ça serait de pouvoir identifier dès le premier jour comment va se comporter la maladie de chacun. C'est un truc, je ne doute pas qu'on y arrivera un jour. Pour l'instant, en tout cas, c'est encore un peu difficile. Et les encas, vous voulez dire aussi avec les CRP, parce qu'en cas positif, il y a des patients qui ont toujours des encas positifs, mais du coup, ce sera plutôt aussi les encas qui se réveillent liés à une CRP, non? Ou pas Alors, la forcément? CRP, de toute façon, quand elle est élevée, c'est qu'il y a un truc. Soit c'est une infection, soit c'est la maladie inflammatoire. Donc, quand il y a la CRP, bah, pour nous, on se dit qu'en fait, la maladie, s'il n'y a pas d'autre cause, est en train de se réveiller. Donc, on n'a pas, c'est la question ne se pose pas de se dire est-ce que je peux faire les choses par anticipation? Quand la CRP monte, c'est quasiment l'équivalent de j'ai à nouveau des symptômes, vous voyez, pour nous. Merci beaucoup. Bon, on peut prendre encore une dernière question de Christina? Ouais. Ouais, allez. Merci Tu auras beaucoup. moins d'une minute pour poser ta question, Christina. Eh ben, en fait, il n'y aura même pas besoin. Merci beaucoup, Isabelle et Monsieur Terrier, parce que finalement, vous avez répondu à ma question, en fait, concernant justement le RITUC, c'est un peu le protocole. Moi, j'ai l'impression que je suis un peu hors des clous, bien malgré moi et par rapport à un suivi qui est proposé. Je ne suis pas du tout dans ce qui est proposé en termes de protocole, mais depuis le début, depuis 2015. Et en fait, je m'aperçois que vous venez de répondre à comment la médecin articule actuellement, en fait, en fonction de… Moi, ce qu'on m'a dit, c'est si enfin, la biologie et l'individu, comment vont chacun, on fait en fonction de ce qui se passe, ça va, tout va bien. Il y en a un des deux qui déconne, on regarde comment l'individu va. Et puis, si les deux vont pas bien, effectivement, on agit. Moi, c'est ce qu'on m'a dit en 2015. Et en fait, vous évoquiez en fait les schémas qui évoluent en fonction des schémas proposés. Est-ce que, si j'ai bien compris, en fait, c'est ce que vous dites qu'en fait, c'est les schémas peuvent évoluer pour pas surcharger l'organisme et pour pas le faire baisser trop, mais plutôt lui permettre de reprendre un peu du poids de la bête pour recontinuer à En avancer. fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en effet, les schémas, ils évoluent. Mmh. Je me rappelle, par exemple, vous voyez, en 2020, on était dans le train avec Xavier Puechal et Loïc Guilvin 10 jours avant le confinement pour aller à une réunion et on décide sur les données de ce qu'on avait à l'époque de dire bah, quand j'ai des encas PR3, il faut donner 4 ans par rapport à 2 ans qu'on faisait avant. Puis, donc à ce moment-là, on se dit, bon, ben, on a avancé tout ça. Puis derrière arrive une pandémie, on se rend compte de l'effet potentiellement quand même délétère du rituximab sur certains aspects. Puis, les données actualisées avec un suivi plus prolongé nous permettent de comparer des choses avec 7 ans de suivi. Et on se rend compte que finalement, eh bien, il est peut-être préférable de revenir plutôt à 2 ans. En 2015, eh bien, on n'avait ni Menrid 102, ni Menrid 103. Il y a par exemple une patiente du professeur Guivin à l'époque qu'on traitait depuis 2012, où, eh ben, pour vous dire, eh bien, elle était traitée au début tous les 6 mois, puis parce qu'elle avait rechuté de multiples fois, eh bien, pendant plusieurs années, le professeur Guivin a dit on va lui donner une perfusion une fois par an. Puis au bout de 8-9 ans, ça a été arrêté. Donc c'est pour vous dire que plus les choses avancent, plus on a des données précises. Et donc, mais les choses sont amenées à évoluer. Et que ce qui était vrai, il n'y aurait jamais eu cette pandémie de Covid. On aurait peut-être, on se serait peut-être dit, bah en fait, pourquoi pas faire 4 ans chez tout le monde? Au pire, on en fait trop. Au mieux, bah, je veux dire, c'est plus efficace, mais même si en fait, on se rend compte qu'on décale les choses. Mais entre-temps, il y a eu le fait de se dire, ah ben, impacter sur le système immunitaire, c'est quand même quelque chose, il ne faut pas le prendre à la légère. Donc,
et ben en fait, tout ce qui va arriver, eh bien, peut nous amener à faire évoluer un peu les questionnements. Et après, c'est aussi parfois des questions et des discussions avec les patients, hein. C'est sûr, par exemple, que, je sais pas, par exemple, je vais dire au pif, quelqu'un part 1 an en Antarctique, eh ben, on va pas avoir envie de prendre le risque qu'une rechute arrive en Antarctique, si vous voulez, où il y a une pauvre infirmerie et pas grand-chose d'autre, vous voyez. Donc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a des cadres, mais que notre objectif, c'est quand même aussi d'adapter les choses aux problématiques individuelles, à la situation individuelle. Et c'est ce qui peut parfois expliquer des petites particularités selon un schéma A, B ou C. Mais il y a quand même un cadre global qui était 4 ans, qui est repassé à 2 et qui va peut-être réévoluer dans le futur. Merci beaucoup en tout cas. Et merci pour cette explication et ce complément. Merci Benjamin, on va te laisser à tes occupations. Merci de t'être rendu disponible pour nous ce matin. Grand merci aussi au GFEV qui fait des travaux depuis de nombreuses années. Moi, j'ai vu vraiment une évolution. Ça fait 30 ans que j'ai une vascularite et on voit vraiment l'évolution des protocoles et ça foisonne d'idées et de protocoles en cours au GFEV. Merci pour tout ça. Merci aussi à Bonne tous pour votre journée à tous. participation. Nous, on va boire un coup ici. Je ne sais pas chez vous, mais nous, on boit un coup. On n'est pas nombreux, mais on va boire un coup. Merci à tous. À une prochaine fois. C'est enregistré, donc le replay sera disponible dans votre espace adhérent. Merci, bye bye. Bonne journée, profitez bien. Merci, bonne fin de journée, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.